Recording stopped. Să vă porniți camerele. Dacă cineva are o chestiune tehnică, mi-o semnalează în mod explicit pe mail, să știu despre ce este vorba. Altfel, voi lucra doar cu studenți care au camerele pornite. Deci, Eu mi-am tehnice, nu-mi explicați în timpul cursului, îmi scrieți mail, da? Altfel, doar studenți cu camera pornită. V-am spus încă de data trecută acest lucru. Între timp nu am primit mesaj de la nimeni, nu mi-a semnalat nimeni pe mail nicio problemă tehnică. Mai aștept doar câteva secunde. Cei care au camerele oprite vor ieși din întâlnire în situația în care mail cu o explicație. Bonjour, bonjour Adrian. Bonjour. Bien, alors, on va commencer. On va s'occuper aujourd'hui d'Apollinaire, Guillaume Apollinaire, une figure immense de la littérature française du XXe siècle. La première modernité véritable des lettres françaises. Alors, pourquoi la première modernité véritable? Pourquoi Apollinaire est si spécial dans le paysage de la littérature française du XXe siècle et dans le paysage de la littérature française tout court, quel qu'en soit le siècle? Vous savez que je l'ai déjà dit d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé la fois passée, c'est une figure tout à fait spéciale parce que lui, il n'est pas d'origine française. Guillaume Apollinaire, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Wilhelm Apollinaris ou Apollinari. Il y a deux graphies du nom de Kostrovitsky. De toute façon, Guillaume Apollinaire, c'est un pseudonyme littéraire. Să știți că se intră într-una. Deci, dragi studenți, nu suntem la piață, suntem într-un curs. Nu pot să mă întrerup de 3 ori să vă dau accept. Eu merg pe avertizare sonoră în sala de așteptare pentru că am acest link pe care îl folosesc pentru mai multe tipuri de activități. Mă uit la calculator și văd că este și 7 minute. Ori intrați la fix, ori nu intrați, da? Vă rog, toți studenții trebuie să fie în așteptare la fix. La și 1 minut vă accept pe toți, dar nu intrăm vreme de 10, 20, 50 de minute. Oricât de mult mi-aș impune, nu pot să am această disciplină, să fiu atentă și la ce vă spun, să fiu atentă și la cine intră, cine iese, cine intră din nou și așa mai departe. Deci înțeleg că pot fi o groază de probleme tehnice, dar nu să venim vreme de o oră jumate, 20 de minute într-una. Este ceva absolut nefiresc. Să știți că acest lucru nu se întâmplă așa nici măcar la elevii de clasa 1.
Da? Dacă n-au fost de la începutul cursului, asta este, nu pot să apară în orice secundă. Nu-mi place să fac poliție, dar vreau un minim respect reciproc. Da? Nici eu nu vă fac să așteptați 50 de minute, 35 de minute și așa mai departe. Nu vreau să pierdem de fiecare dată timp cu problemele administrative. Denis Abugia, de ce stai cu camera oprită? Ați intrat târziu, politicos de târziu și nu țineți cont de ceea ce vă rog. Nu stați cu camerele oprite. Nu ne ascundem în spatele camerelor. Ce-ar fi eu acum să-mi opresc și camera și microfonul și să mă facă țin un curs? Aveți probleme tehnice, mi le semnalați explicit pe mail, ca să am în vedere lucrul acela. Dacă nu, este cu totul altceva. Și o iau ca pe o impolitețe crasă. Dacă eu mi-aș opri acum camera și microfonul, ați considera că mă adresez vouă? Cred că m-aș adresa calculatorului meu. Deci după ce că intrați târziu, nici nu respectați convenția cursului. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu este prezență obligatorie la acest curs. Vreți să participați bine. Participați, respectați un protocol de desfășurare a cursului. Dacă aveți 2, 9 sau 14 prezențe, din asta nu veți primi niciun fel de bonus. A fi prezent înseamnă te implica, da? A urmări discursul, a pune întrebări, a semnala că ești prezent, nu te ascunde în spatele unui nume. Din acest moment, dacă intră cineva în sala de așteptare, nu mai pot da accept nimănui, este totuși 10, cred că am pierdut suficient timp. Bien, alors qu'est-ce que je disais? Je vais raconter ça pour la troisième fois. L'origine d'Apollinaire. Il n'est pas d'origine française. Sa mère est polonaise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il est le fils d'une aristocrate polonaise. Mais pour ce qui est de son père, ici, c'est le mystère le plus épais. C'est une figure perdue, en quelque sorte, dans la légende. On croit qu'il s'agit d'un père italien qu'on dit soit prélat romain, soit évêque de Monaco, soit officier de l'armée italienne. Donc, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Quel qu'en soit le mystère de l'origine d'Apollinaire, une chose est bien claire, une chose est certaine. Apollinaire se dit lui-même français. Il est français, tout d'abord français de culture, français de langage, et ce qu'on pourrait dire aussi français d'élection. Donc, il choisit d'appartenir à la culture et à la langue française parce qu'il crée exclusivement un français. Et il crée très bien parce que c'est le plus original, le plus divers et le plus grand des poètes qui ont cherché la rénovation de la poésie en France au début du XXe siècle. Donc c'est la diversité la plus évidente, l'innovation la plus évidente. Un exégète d'Apollinaire décrit de la manière suivante sa poésie. Il s'agit de Léoto, il ne s'agit pas de retenir le nom de cet exégète, mais uniquement l'affirmation qu'il a faite. Donc il croit que l'atout le plus important de la poésie créée par Apollinaire est le mystère, l'étrangeté,
Donc c'est une poésie mystérieuse et étrange, dit Léoto. Une poésie, dit le même critique, d'un ton un peu brisé, une poésie barbare. Le mot est important et équivoque. Donc ce n'est pas du tout une poésie classique, ce n'est pas du tout une poésie qui véhicule des contenus bien clairs. C'est une poésie barbare, équivoque, qui est sous-tendue par une émotion tout à fait extraordinaire qui vient avec des effets de suggestion très forts et très divers. Et, chose essentielle, il faut retenir que cette immense émotion qui jaillit de la poésie d'Apollinaire réside dans les mots les plus simples. Donc les mots à partir desquels est créée cette poésie sont des mots plutôt simples. Il ne s'agit pas d'une recherche langagière trop poussée. Simple mais bien fort. Des mots qui sont à même de traduire une très forte émotion qui anime la création. Et un autre exégète d'Apollinaire, l'idée est tout aussi importante et je vous prie de la retenir, établit une sorte de pont, une comparaison, fait un parallèle entre Apollinaire et un autre grand créateur français qui n'est pas du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Je vais vous lire un petit fragment pour que vous compreniez de quel poète, quel autre grand poète il s'agit. Je cite: « La poésie de Guillaume Apollinaire est rurale comme celle de l'écolier François. » Donc comme celle de l'écolier François. Les bars y remplacent les tavernes. Les halles, les gares, avec leurs filous et leurs émigrants misérables. Les places sordides de l'ancien Paris. Comme Villon, voilà, vous avez le nom. Donc l'écolier François et François Villon. Vous connaissez ce nom? Vous avez étudié François Villon? C'est la littérature française de quelle époque quand on dit Villon? C'est le siècle classique, c'est un autre siècle, c'est le 19e. Qu'en pensez-vous? Classique. Ce n'est pas classique. C'était le Moyen-Âge, peut-être le 15e? Le Moyen-Âge, sûrement. C'est le plus grand poète du Moyen-Âge français, François Villon. Vous avez sûrement étudié, analysé au moins un texte de François Villon, Ballade des dames du temps jadis. Cela ne vous dit rien? Si. Ballade des dames du temps jadis. Mais où sont les neiges d'antan? C'est un vers fameux de François Villon. Donc la comparaison est faite entre Apollinaire et Villon. Ce critique, cet exégète d'Apollinaire qui s'appelle Fleuret, dit comme Villon, donc comme François Villon, il rit en pleurs. Il est roué et jobard, réaliste et raffiné, sceptique et crédule.
viril et faible. Il est le peuple de Paris, le peuple même. Alors, retenez s'il vous plaît cette séquence. Il est le peuple de Paris, le peuple même. Donc, il est le peuple de Paris, le peuple même. La séquence n'est pas du tout dépourvue d'importance parce que Apollinaire lui-même se dit parigot. Vous connaissez le mot? Qu'est-ce que c'est qu'un parigot? Comme ça, j'ai marqué le mot. Vous le comprenez? Si quelqu'un se dit parigot, qu'est-ce qu'on peut comprendre de lui? Qu'il a quelle attitude? Qu'il aime quoi? Qu'il aime énormément la ville de Paris. Un parigot, c'est un Parisien enragé qui aime Paris de tout son cœur. Donc, c'est le mot parigot qu'on emploie dans cette circonstance. Donc, Apollinaire aime énormément la ville de Paris. C'est pourquoi l'image de Paris traverse toute sa création. À partir du poème Le Pont Mirabeau jusqu'à Zone, jusqu'à d'autres textes. Donc, Paris est toujours là. Paris avec sa vie, avec ses monuments, avec sa vie quotidienne, parce qu'avec Apollinaire, le quotidien, les éléments de la vie de tous les jours, de la vie la plus banale que possible, font leur entrée dans le domaine de la poésie. Et ça, c'est une grande innovation d'Apollinaire. Donc, cette entrée du quotidien dans le domaine de la poésie. Donc, il est capable de voir de la poésie partout et de faire de n'importe quel aspect de la réalité une poésie. Donc, on parle d'un quotidien sans aucun complexe, sans aucune pruderie. Et le rythme de sa poésie serait ce rythme de la vie de tous les jours, le rythme de la marche, le rythme des pas. Donc, c'est une grande nouveauté, une grande innovation. Des éléments d'innovation très importants vont traverser d'ailleurs les deux grands recueils poétiques d'Apollinaire, les deux repères fondamentaux qui sont des monuments littéraires français. Il s'agit du recueil Alcool au pluriel. Donc, c'est le premier recueil qui a eu un impact colossal. On a parlé d'une mutation capitale de la poésie française avec ce recueil d'Apollinaire, Alcool, qui a été publié en 1913. Donc, avant le début de la Première Guerre mondiale, 1913. Et l'autre grand recueil d'Apollinaire,
le recueil Calligramme toujours au pluriel, n'oubliez pas de marquer double L et double M. Ça vient un peu plus tard, c'est déjà la fin de la guerre, 1918. Donc les deux grands recueils sont séparés par un intervalle de temps de 5 ans. Le premier, c'est de 1913. L'autre recueil, Calligramme, c'est de 1918. Bon, quand on dit calligramme, à quoi pourrait-on penser? Si on voit ce mot, si on voit ce titre du volume, du recueil, à quoi pourrait-on penser selon vous? Vous connaissez le mot calligramme? Qu'est-ce que c'est qu'un calligramme? Les mots de la poésie décrivent l'objet en soi. Voilà. Par exemple, si on parle d'une Et de cravate, dessin est là, da ideea unui desen ar fi inerentă. Alors, quand on dit dessin, on dit aussi peinture, et ainsi de suite. Donc, on dit un autre langage esthétique. Autrement dit, les calligrammes d'Apollinaire auront l'ambition de proposer une véritable symbiose entre la poésie et la peinture. Quelle peinture, quel type, quelle forme de peinture, quel style? Il s'agit du cubisme. Apollinaire, d'ailleurs, a contribué lui-même au lancement du cubisme. Donc, ce recueil de poésie, Calligramme, se veut une sorte de réplique littéraire au cubisme pictural. Donc, il faut comprendre l'enjeu des dialogues des arts à l'époque. Donc, il faut comprendre le phénomène culturel parce que de pareils textes dépassent largement finalement le domaine de la littérature pure et dure, de la littérature envisagée d'une manière classique. Et nous font comprendre une certaine vision que l'on a de l'art tout court, non seulement de la littérature et de l'art littéraire. Bon, une autre chose que je vous prie de retenir est que la personnalité d'Apollinaire n'est pas, disons, une personnalité homogène. Il n'écrit pas tous ses poèmes de la même façon. Il n'adopte pas toujours le même style. Il n'adopte pas toujours les mêmes moyens d'expression littéraire. Donc, on a l'habitude de dire qu'il y a fondamentalement deux Guillaume Apollinaire. Il y aurait un Apollinaire qu'on pourrait appeler un Apollinaire mélancolique, et cet Apollinaire mélancolique cultive un discours qui reste un discours traditionnel, mais on ajoute à ce discours traditionnel une tonalité élégiaque et en plus on peut observer que ce discours, donc le discours de Guillaume Apollinaire mélancolique, poète mélancolique, est aussi un discours d'une immense sincérité.
Donc, il y a ce souci de sincérité, grande sincérité, authenticité et spontanéité. D'ailleurs, n'oublions pas que nous sommes après le moment Rimbaud. Rimbaud, quant à lui, à la fin du 19e siècle, avait déjà mis en avant l'importance de cette spontanéité totale de l'artiste, du poète. Et Apollinaire continue dans la même direction. Donc il y a des sentiments très profonds qui sont révélés par Apollinaire le mélancolique. Et c'est une facette importante d'Apollinaire et de sa création. Mais tout ne s'arrêtera pas là, parce qu'il y a un autre Apollinaire, encore plus important, c'est ce qu'on pourrait appeler Apollinaire le moderne. Apollinaire, celui qui crée une poésie cubiste. Et on va analyser quelques exemples. Mais je vous propose de commencer par la première direction, la première facette de la personnalité de la création d'Apollinaire. Apollinaire, le mélancolique, donc c'est Apollinaire qui cultive une poésie lyrique, une poésie élégiaque. De ce point de vue, le chef-d'œuvre peut être considéré comme étant le poème Le Pont Mirabeau. Et la fois passée, j'ai diffusé quelques textes. Vous les avez, ces textes-là? Ou bien vous voulez que je les envoie encore une fois? Vous avez l'exemplier? Toată lumea are textele pe care am apucat să le distribui la sfârșitul cursului de data trecută sau vreți să vi le trimit încă o dată? Dacă puteți să le trimiteți încă o dată, vă rugăm. Nu le avem toți. Da. Mulțumim. Plăcere. Le-ați primit? Da, le-am primit. Perfect. Haideți să vedem primul poem și să încercăm și o analiză. Le Pont Mirabeau. Celebrisimul pod Mirabeau al lui Apollinaire. Alors, je vais lire rapidement le texte qui fait partie du recueil Alcool, donc le recueil publié en 1913. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Bon, ce n'est pas du tout un poème compliqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a de classique dans ce texte? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui nous permet d'envisager ce
poème d'Apollinaire comme un poème capital de la littérature française. Donc, qu'est-ce qui fait le caractère spécial du texte, du poème? Il y a, par exemple, un élément qui nous frappe. Il y a pas de... Vous pensez que c'est tout à fait banal? Oui? Je vois pas des signes de ponctuation du tout et en plus les vers ils sont différents. Il y a des vers de deux. Il y a des... Je pense que c'est vers ce que je veux dire pour strophe. Oui, oui. Voilà. Donc il y a... Des strophes, ça peut se dire en français, oui. Donc ils sont pas égaux. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la versification, on remarque l'absence de ponctuation, la tendance des vers, d'être des vers libres, n'est-ce pas? Mais à part ça, si on lit le texte, si on reprend le texte, qu'est-ce qui reste après la lecture? Quelle sensation? Le rythme en tant que tel est tout à fait spécial. C'est un rythme qui a fait couler beaucoup d'encre, pour ainsi dire, parce qu'il paraissait vraiment très curieux. On est après le mouvement symboliste. Quel est le mot d'ordre, si je peux dire comme ça, assumé par le mouvement symboliste? Pensons un peu à l'art poétique de Verlaine. Quel est l'élément sur lequel il insiste le plus dans son art poétique, Verlaine? Sur la musique. Sur la musique, parce qu'il disait, on s'en souvient, n'est-ce pas, de la musique avant toute chose, et la même idée était reprise de la musique encore et toujours. Alors, cette idée est respectée par Apollinaire dans ce poème, qui est un poème post-symboliste. Tout à fait, tout à fait. Alors, le poème est très musical. On considère ce poème d'Apollinaire comme un véritable document comme sonorité. Et d'ailleurs, on a démontré que dans ce texte, on retrouve les sonorités les plus anciennes de la poésie française. Après des études et des études qui ont été consacrées à la sonorité de ce poème, on est arrivé à l'idée que la structure rythmique du Pont Mirabeau est identique à celle d'une chanson de toile. Quand on dit chanson de toile, on pense à quelle étape de la littérature française et à quel genre, pratiqué par qui? Chanson de toile, cela ne vous dit rien? La chanson de toile est un genre cultivé par les trouvères. C'est un genre du XIIIe siècle. Et il y a aussi des sonorités communes avec François Villon.
Alors, chanson de toile, cela ne vous dit vraiment absolument rien? La literatura franceză medievală, nu ați discutat deloc despre genurile cultivate de trubaduri și de truveri? E inocentă întrebarea, nu suntem la extemporal. Dacă v-aș spune, doar așa de verificare, să mă conving dacă peisajul vă este sau nu complet necunoscut. Dacă vă spun Canțó d'Amour, treaba asta vă spune ceva? Dacă vă spun Cervantes, jamais couché avec? Le plan? Non. Non? La complainte d'amour, la chanson de toile, le virlet? Non plus. Non plus, rien du tout. Ça m'étonne parce que, vous savez, la lyrique courtoise, la lyrique des troubadours et des trouvères, c'est un moment immense pour la littérature universelle, non seulement pour la littérature française, mais pour ce qui est de la littérature médiévale, qu'est-ce que vous avez étudié? Uniquement les chansons de geste? Je crois bien, oui. Oui, chansons de geste, c'est peut-être quelques romans. Le roman de la Rose, ça vous dit quelque chose? Le roman de Renard, ça vous dit quelque chose? Alors, des souvenirs très vagues. Bon, revenons à nos moutons. Il s'agit, dans ce texte d'Apollinaire, d'une structure rythmique tout à fait spéciale qui est identique à celle d'une chanson de toile. Donc, un genre qui a été l'apanage des trouvères au XIIIe siècle. Donc, des rythmes extrêmement anciens. Et il y a quelque chose d'ancien même dans la syntaxe du poème, dans la syntaxe en tant que telle. Une syntaxe assez brisée, finalement. Bon, quoi d'autre? À part ce problème de la sonorité, il y a aussi le problème de la signification. La signification est importante, mais faites attention, elle est secondaire par rapport à la sonorité. Donc, c'est la sonorité qui devient prioritaire. Et ça, c'est un autre principe qui vient des symbolistes. La signification, quant à elle, bon, ici, les choses sont plutôt claires. De quel type de signification s'agirait-il? Quand on lit ce poème, quel est le type d'imaginaire auquel on pourrait penser? Regardez le texte. Tout d'abord, regardons le titre, le pont Mirabeau. Quand on dit ça, on a déjà un repère, parce que ce pont existe, bel et bien. C'est un pont de la ville de Paris. Ce Paris qui représente pour Apollinaire une véritable hantise. On a d'ailleurs la Seine, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Mais est-ce uniquement la Seine, celle qui coule? Je pense que c'est aussi le temps. L'amour et le temps aussi.
Et vous voyez cette séquence, les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Donc il y aurait ce pont concret, le pont Mirabeau, et il y aurait un autre pont qui est fait par les bras. Donc on va s'esquisser graduellement une double architecture. L'architecture concrète, qui est celle du pont, et une architecture qui est celle des amoureux. Je voulais dire en fait, mais je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée. Mais tu as déjà eu cette intuition. Oui, il me semble assez romantique. J'aurais pensé que ça, il revient un peu. Ça a l'air romantique, mais on verra que le poème, dans son ensemble, ne peut pas être considéré comme un poème romantique. Bon, qu'est-ce qu'il y a de romantique? Le motif de l'écoulement du temps, ça existe, n'est-ce pas? Oui. On voit cette idée du passage du temps, donc passage de la vie, et en même temps, passage de l'amour. De là, tout ce sentiment mélancolique, mais qui n'est pas pour autant, faites attention, un sentiment tragique. Donc, le sentiment tragique n'habite pas ce poème. On peut parler d'une douleur, mais qui ressemble un peu à la douleur vers les miennes. Autrement dit, c'est une douleur langoureuse. Mais ce ne sont pas les seuls éléments pour cette mise en scène de la vie et de l'amour, surtout de l'amour. Il y a un autre élément intéressant dans le texte. On a cette allusion à une onde. Quel type d'onde est associé à quoi? Cherchez, s'il vous plaît, quelques repères dans le texte. Donc, on a ce pont imaginaire des bras. Et qu'est-ce qui passe sous ce pont des bras, qui est celui des amoureux? Quel type d'onde? Qui est une sorte d'onde sous-jacente qui alimente l'amour. L'onde lasse des éternels regards. Donc une onde lasse, remarquons ce sentiment de lassitude. L'imaginaire de la lassitude serait une constante, une autre constante de la création d'Apollinaire qui se dit en maintes reprises là du monde. Și obosit de lume și sătul de ea. Parce que tout a été dit, tout a été fait en quelque sorte, mais ici, cette onde lasse est associée aux éternels regards. Donc il y a un regard sous-jacent et ce regard est éternel. Alors, façon de dire que celui qui regarde peut être Dieu, mais Dieu qui n'apparaît pas comme quelqu'un qui règne sur le monde, mais qui est sous-jacent. C'est sous le pont des bras que passe cette onde. Mais évidemment, ce n'est pas l'unique interprétation possible. De toute façon, quelle que soit l'interprétation, il y a cette idée d'un fluide, un fluide très fort, éternel, de volupté, un fluide métaphysique, j'en sais rien, mais le fluide est là.
Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, un argument en faveur de l'idée selon laquelle il y a un archaïsme évident de la phrase d'Apollinaire dans ce poème. Comment se manifeste cet archaïsme? Vous voyez quelques éléments qui témoignent de cet archaïsme. Mais on remarque facilement que le verbe est mis systématiquement devant le nom, devant le substantif. On remarque aussi qu'on supprime l'article. Il ne dit pas ni le temps passé, il dit ni temps passé. Donc cette suppression de l'article dans un pareil contexte, elle aussi témoigne de l'archaïsme de la phrase, de l'archaïsme de l'expression. Bon, j'aurais une question supplémentaire. Vous avez cette séquence, l'amour s'en va, comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Remarquez s'il vous plaît l'association. La vie est lente, l'espérance est violente. Y a-t-il ici quelque chose d'intéressant? Vie lente, espérance violente. Cette association qu'on nous propose ici est une association quelconque, une association banale, tout à fait courante. C'est intéressant qu'il utilise violente, mais ça me fait penser à l'antonyme de lente. Tout à fait. Alors, normalement, c'est la vie, c'est ce qui nous arrive quand nous vivons, qui est violent, alors que l'espérance est plutôt lente, l'espoir est plutôt lent. Donc, c'est une association tout à fait nouvelle. La lenteur de la vie opposée à la violence de l'espérance, à la violence de l'espoir. Donc cela traduit une émotion tout à fait spéciale, donc une sensibilité nouvelle, si vous voulez, une perception nouvelle que l'on a du monde, que l'on a de la vie. Et pour ce qui est du refrain, les jours s'en vont, je demeure. Quel est le type d'effet que l'on obtient par l'intermédiaire de cette reprise? Il y a ce retour obsédant du refrain. Les jours s'en vont, je demeure. Les jours s'en vont, je demeure. Comment faut-il décoder? Même si les jours s'en vont, même si la vie passe, je reste là. Alors, c'est une affirmation de vie. Donc, c'est cette sensation de jeunesse éternelle en quelque sorte, cette sensation de vitalité. Si vous n'acceptez pas le mot jeunesse, alors je vous propose le mot vitalité. Donc, cela témoigne de cette vitalité du poète qu'il arrive à exprimer. Donc, il arrive à exprimer ce trop-plein. C'est ce que Mallarmé ne réussissait pas parfois à faire. Or, Apollinaire, quant à lui, il
réussi à faire ça. Un autre détail sur lequel je voudrais insister, vous avez remarqué la présence du pont Mirabeau, qui est un repère de la ville de Paris, et évidemment, ce repère très évident, très classique, qu'est la Seine. Donc, on a Paris comme cadre de l'amour. Façon de dire que nous sommes devant un autre changement majeur qui ne correspond pas à l'esthétique romantique, qui va à l'encontre de l'esthétique romantique, parce que cette idée d'un amour dans le cadre citadin est une idée nouvelle. C'est la raison pour laquelle on affirme que le pont Mirabeau d'Apollinaire représente le premier poème total de lyrisme de la cité, de lyrisme de la ville. Autrement dit, on a une véritable révolution au niveau du cadre référentiel. Le cadre référentiel sera la ville, et qui plus est, la ville de Paris, où la ville de Paris représente l'âme même du poète. Et je reviendrai un peu à la perception que vous avez eue, à la première perception que vous avez eue, parce que vous avez prononcé le mot romantique et le mot romantisme. D'autre part, vous avez déjà détecté l'importance du temps et de l'écoulement du temps. Or, ici, il y aura un autre élément de rupture par rapport à l'esthétique romantique, une esthétique que vous connaissez déjà très bien. Vous savez que pour les poètes d'avant, pour les poètes romantiques, l'écoulement du temps est toujours attesté par quoi et par qui? Donc, qu'est-ce qui atteste chez les poètes romantiques l'écoulement du temps? Cum se măsoară la romantici această scurgere a timpului? Si l'on pense à Lamartine, si l'on pense à Victor Hugo, on peut lire de quelle manière et où l'écoulement du temps. C'est la nature qui en parle. Donc cet écoulement du temps, chez les romantiques, est attesté par la nature. Ce n'est plus du tout le cas chez Apollinaire, parce que chez lui, l'écoulement du temps est mesuré, si vous voulez, par l'âme même du poète. Donc il est attesté par son âme. Et c'est un autre élément très important d'innovation. O să vedeți ceva mai bine aceste lucruri când vom citi următorul poem. Vă propun să revenim la textele pe care vi le-am... Este cât de cât clar modul în care am putea citi Le Pont Mirabeau? Da. Cam asta este grila, prin intermediul căreia putem
construi o lectură, să zicem, corectă a acestui poem, care să fie fidelă paradigmei căreia poemul îi aparține. Haideți să vedem acum următorul poem. Revenim la fișierul PDF. Poem intitulat L'école chic. Tot din Alcool, 1913. Cunoașteți cuvântul colchic? Qu'est-ce que c'est que le colchic? Le colchic, c'est du genre masculin. Ben, ce sont des fleurs, les colchiques. Quel type de fleurs? Quelle serait la traduction? Brândușele. Deci asta înseamnă les colchiques. Bon, je vais lire rapidement le poème. Le pré est vénéneux mais joli en automne. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit tes yeux comme... y fleurit, tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtre comme leur cerne et comme cet automne, et ma vie, pour tes yeux, lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles, et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que, lente et meuglant, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. Qu'est-ce que vous en pensez? Par le titre, L'école chic, on crée quel type d'attente? Et il faut dire si cette attente du lecteur est vraiment complète par la lecture du poème en tant que tel. Si le titre d'un poème est représenté par un nom de ce type qui renvoie à l'univers floral, quelle est l'attente qui est déclenchée? Quelles seraient les attentes du lecteur? Quelque chose de joli, quelque chose d'idyllique, quelque chose en étroite relation avec une nature généreuse, jeune, et ainsi de suite. Est-ce vraiment le cas? Il y a quelques mots qui choquent dans ce poème. Mais quand on voit cette séquence, le pré est vénéneux, mais joli en automne. Oui, il fait, j'ai l'impression qu'il fait une combinaison entre les romantiques en utilisant la nature et les symbolistes en la décrivant de cette façon. Et encore sa propre vision, parce qu'il dépasse largement la vision des symbolistes. Les symbolistes ne vont pas si loin. Un symboliste ne dira pas ça. Le pré est vénéneux. Vous pouvez traduire cette séquence? Le pré est vénéneux. Qu'est-ce que c'est que le pré? Grâul este veninos. Cine? Grâul. Nu e grâu. Nu blé, ci le pré. Sorry. Pajiștea. Okay. Pajiștea. Pajiștea e veninoasă sau înveninată, depinde. Donc on a un pré qui est joli en automne, mais le fait qu'il est joli en automne ne compte pas beaucoup étant donné qu'il est vénéneux. Autrement dit, on introduit la nature, mais pour dire que cette nature est complètement déromantisée. Donc il y a l'imaginaire du venin, un venin fort
mais qui est lent, qui agit en quelque sorte en petite dose. Parce qu'on dit les vaches épaissant, lentement s'empoisonnent. Comment traduisez-vous cette séquence? Les vaches épaissant, lentement s'empoisonnent. Les vaches épaissant. Paissant, ça vient de quel verbe? Du verbe paître qui veut dire Paște. brute, voilà, a paște. Deci, vacile care pasc aici, ce fac? Lentement s'empoisonnent. Se otrăvesc. Se otrăvesc cum? Lentement, gradual, încetul cu încetul. Donc, on a cet imaginaire du poison, mais c'est un poison qui n'est pas violent. Un poison qui a en quelque sorte une valeur qu'on pourrait appeler homéopathique. Et puis, on a les colchiques dans ce paysage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le colchique est couleur de cerne. Normalement, quand on dit ça, à quoi faut-il penser? Quand on dit cerne, ça c'est un élément de référence ou de comparaison. Pourquoi? Pour les colchiques, d'habitude, ou pour autre chose, tout à fait autre chose? C'est pour l'être humain, pour le corps humain et surtout pour les yeux. Charcanet. Donc c'est un élément de comparaison pour les yeux. Or, on nous dit le colchique, couleur de cerne. Et puis, on dit que les yeux sont les colchiques. Autrement dit, le colchique est comme les yeux. Remarquez cette circularité de l'image poétique. Ce sera d'ailleurs une autre constante qui définit très bien la création d'Apollinaire. Et après, on nous dit, et ma vie pour tes yeux qui sont couleur de cerne comme le colchique, lentement s'empoisonne. Ça fait penser encore une fois à l'amour, à un amour qui n'est pas partagé. Ça fait penser à une sorte de réaction de masochisme de la part du poète. Parce que l'amour, je répète, est un amour non partagé, un amour malheureux. Autrement dit, on peut bien comprendre la référence qui est faite au venin. Donc l'image profonde qui sous-tend le poème est celle d'un suicide. Mais ce n'est pas un suicide violent, c'est un suicide à petite dose. C'est ça l'amour pour Apollinaire, un suicide à petite dose. Évidemment, ce n'est pas l'unique élément d'intérêt du poème. Vous voyez facilement qu'il y a quelques éléments décoratifs qui interviennent. Il y a aussi des éléments quotidiens. Remarquons la présence des enfants. Qu'est-ce qu'ils font, eux, les enfants? Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles, elles sont couleur de tes paupières qui battent comme les fleurs battent au vent d'aimant. Alors, ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, allusion à un complexe, qui est le complexe d'Oedipe. Donc, on va vers les zones les plus profondes de l'esprit humain, du subconscient, si vous voulez. Et à propos de la nature,
ce pré vénéneux est en égale mesure un pré mal fleuri par l'automne. Donc les vaches l'abandonnent pour toujours et c'est un abandon comme éternel. Mal fleuri, c'est une séquence très importante et elle témoigne d'une autre constante qui apparaît chez Apollinaire, chez qui vous trouvez beaucoup d'éléments qui sont créés de cette manière, mal aimé, mal fleuri. Donc, on a cette présence constante du mal, un mal qui affecte tous les domaines de la vie, qui affecte l'amour, qui affecte la nature, et ainsi de suite. Donc, retenez s'il vous plaît que chez Apollinaire, le mal est presque fatidique et, attention, il est toujours immotivé. Donc, c'est un mal sans cause repérable. Et encore une fois, à cet égard, Apollinaire sera redevable à la création des symbolistes, entre autres à la création de Verlaine, pour lesquels les phénomènes n'avaient pas de cause précise. Donc on donne les effets sans donner les causes. L'amour, quant à lui, chez Apollinaire, sera toujours associé à cette zone qu'on pourrait appeler une zone d'inconfort total. D'ailleurs, Apollinaire écrit un poème dont le titre est « La chanson du mal-aimé ». Donc, il se dit mal-aimé. Et c'est dans ce poème-là qu'intervient un vers célèbre d'Apollinaire, « Mon beau navire, ô ma mémoire ». Mon beau navire, l'image du navire, ô ma mémoire. Façon de dire que la mémoire n'est pas déposée dans le subconscient, elle est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose avec lequel le poète navigue ensemble. Vous comprenez le type de paradigme dans lequel on se trouve? Oui, donc les éléments romantiques ne représentent que des leurres qu'on agite devant les yeux du lecteur. Mais cette poésie n'est pas romantique du tout. Vous connaissez le mot leurre? Qu'est-ce que c'est qu'un leurre? Des leurres, ce sont des leurres qu'on agite devant les yeux du lecteur. Leurre, amăgire. Uneori se folosește și cu sensul de piej cuvântul, capcană. Bon, je passe maintenant à Apollinaire comme poète cubiste.
Et avant de donner quelques exemples concrets, je rafraîchis votre mémoire en vous disant que Guillaume Apollinaire a lancé lui-même le cubisme. Il a une contribution extrêmement importante. Il a écrit un recueil d'articles théoriques dont le titre est Méditation esthétique, les peintres cubistes. Méditation esthétique, les peintres cubistes. Bon, pourquoi le cubisme est-il si important pour Apollinaire? Parce que le cubisme n'est pas du tout un art d'imitation, mais c'est un art de création. Donc, s'il adhère au cubisme, s'il adhère totalement au cubisme, c'est que le cubisme, pour lui, n'est pas un art d'imitation, mais de création. Alors, pourquoi faut-il préférer la création à l'imitation? Et de quelle manière? Qu'est-ce que cela veut dire déclarer la guerre à l'imitation et comment ça se traduit dans le domaine de la littérature? Cela se traduit d'une manière assez évidente, dans le sens qu'il déclare, et après lui, tant d'autres grands créateurs français, artistes, littéraires, et ainsi de suite. Donc, on déclare la mort de la relation artistique d'analogie. Donc, la mort de la relation artistique de ressemblance. Quelle est la tâche que se donne le peintre cubiste tout en déclarant la mort à la relation artistique de ressemblance? Il veut donner l'apparence de 3 dimensions. Donc, il veut cubiquer. On emploie ce verbe, cubiquer, donner l'apparence de 3 dimensions. Et il emploie 3 procédés de base. Je vous prie de les retenir parce qu'on verra ensemble que ces 3 procédés se retrouvent dans la création poétique d'Apollinaire. Donc, quels sont ces 3 procédés? Premier procédé, la décomposition. La décomposition. Donc, on décompose l'objet d'une façon, disons, géométrique, et les angles aigus sont très importants. Donc, deuxième procédé, c'est la géométrisation. Tout a l'air très géométrique. Mais on ne s'arrête pas à ce niveau et à ce deuxième procédé, parce qu'il y aura un troisième procédé, le plus important, la superposition.
Donc, il y aura cette superposition faite dans le désordre. J'insiste sur cette idée, donc une superposition dans le désordre, superposition des différentes parties obtenues par la fragmentation, donc par la décomposition et par la géométrisation. Donc à la fin, cette superposition se fait dans le désordre le plus total. Donc ce désordre total témoigne d'une attitude anti-cartésienne. Cela ne témoigne pas d'un goût quelconque pour la logique. Il n'y a jamais de logique réelle, de logique détectable dans un tableau créé de la sorte. Alors, s'il n'y a pas de logique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Obtenu de cette manière. Donc, on ne veut pas montrer le monde tel qu'il est. On ne veut pas dire entre guillemets, des choses évidentes, de la logique commune. Mais qu'est-ce qu'on exprime? Voilà, j'ai employé un autre mot. Qu'est-ce qu'on exprime? Il s'agit d'une perspective plus subjective. Tout à fait subjective, voilà. Donc, une pareille toile, un pareil tableau témoigne de la subjectivité du peintre, de la subjectivité d'un artiste complètement libéré, qui ne se soumet plus à aucun code. Donc, subjectivité, c'est le mot clé. Tout sera subordonné à cette subjectivité. Bon, maintenant, qu'en est-il de la poésie d'Apollinaire? Pourquoi peut-on dire que c'est une poésie cubiste? Bon, c'est une poésie cubiste, tout d'abord parce qu'il y a fragmentation. On peut constater l'existence d'une coupure de tout son être poétique. Quel est l'élément qui témoigne le mieux de cette coupure? Essayons de lire ensemble le début du poème Zone. C'est le poème suivant sur votre exemplier, donc Zone, toujours alcool, donc toujours 1913. Lisons les premiers vers. Alors, à la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de ton aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique, ô christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, Pape Pie X. Et toi, que les fenêtres observent la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà
la poésie ce matin, et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. Alors, remarquons que le poème commence par ce vers. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ce début de poème et quel est l'élément de nouveauté? Et ce sera d'ailleurs un élément qui témoigne de cette forte, très forte dimension cubiste d'Apollinaire. Dans ce poème, c'est Apollinaire qui parle fondamentalement de lui, de ce qu'il éprouve, de ce qu'il ressent. Mais comment le fait-il? Il dit « je suis là », ça, il est là de ce monde. Il ne dit pas ça. Il emploie le lecteur actif. Il s'adresse à... Enfin, c'est tu ce qu'il utilise, mais... Mais ce tu, attention, ce tu n'est pas un interlocuteur. Tu, c'est lui. Donc, il parle de lui en employant la deuxième personne du singulier. Et cela lui arrive à maintes reprises, non seulement dans le poème Zone. C'est une constante qui témoigne de la coupure de l'être poétique. Et cela témoigne aussi d'un sentiment d'humilité du poète. Mais c'est un élément important, ce tu, donc cette deuxième personne du singulier, qui nous transmet l'importance de cette fragmentation, de cette décomposition de l'être du poète. Il y a d'autres arguments en faveur de l'idée selon laquelle la poésie d'Apollinaire est une poésie cubiste. Nous n'avons pas le temps de lire maintenant en entier le poème Zone, mais je pense que vous l'avez déjà lu. Je l'ai distribué la fois passée pour que vous ayez cette lecture préalable. On remarque que dans ce poème, il n'y a pas de chronologie des événements. Donc tout est donné comme ça, pêle-mêle. Autrement dit, le principe est celui de la dislocation temporelle. Donc c'est comme si Apollinaire se dédoublait, je reviens à ce tu, donc à cet emploi de la deuxième personne du singulier, et comme s'il se voyait lui-même d'une certaine hauteur. Et tout en se voyant lui-même, il superpose divers fragments de sa vie. Mais divers fragments de sa vie donnés en désordre. Oui? Quelle était la question? Est-ce que c'est la même chose dont on a parlé il y a quelques semaines, le jeu et un autre? Est-ce que c'est la même chose? Ça peut témoigner de la même attitude. Voilà. Voilà, ce jeu pulsionnel, ce jeu de la création artistique. Même s'il ne s'agit pas d'un jeu pulsionnel, même si l'on ne veut pas interpréter dans cette direction, il faut quand même se dire que c'est une façon de détruire toute idée de cohérence cartésienne. Donc il n'y a pas de logique ici, dans ce chaos cultivé, qui n'est pas donc un accident. Il veut détruire la cohérence spatiale, il veut détruire la cohérence temporelle. Donc c'est une anticohérence cartésienne cultivée.
Bon, s'il n'y a plus de cohérence cartésienne, c'est que la lecture n'est pas facile. Autrement dit, la littérature perd complètement sa visée didactique. On se rappelle encore une fois la fin de l'art poétique de Verlaine, et tout le reste est littérature, dans le mauvais sens du mot, qui sont la routine, qui sont le conformisme. Donc, le lecteur aura toute la liberté de dégager la signification. Il aura une liberté totale d'interprétation. Donc, il peut avoir sa propre manière d'interpréter la subjectivité, voilà, cette subjectivité étalée du poète. Alors, je vais m'arrêter juste un peu sur le titre. On dit zone. Vous comprenez de quelle manière le titre? Quand vous lisez ça, zone, vous pensez d'emblée à quelque chose? C'est le... Zone, ici, comme on dit, zone industrielle. Non, c'est les zones qui entourent la ville de Paris, je pense. Qui entoure? La ville de Paris, ou bien une ville. Qui n'entoure pas la ville, parce que tout se passe finalement, fondamentalement dans la ville de Paris. Faites attention au sens étymologique du mot zone. Donc, il faut envisager obligatoirement ce sens étymologique, parce que zone, en grec, veut dire ceinture. Or, la ceinture est en étroite relation avec l'idée de centre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ceinture qu'on nous propose ici, Apollinaire? C'est une manière de faire le tour. Faire le tour de quoi? Tout d'abord, concrètement, il s'agit pour lui de faire à pied le tour de la ville de Paris. Donc, une intention tout à fait concrète. Se balader dans la ville de Paris pour découvrir différents coins de la ville de Paris. Mais ce n'est pas l'unique tour à faire. Ce tour concret fait à pied n'est que le point de départ, parce qu'il y a l'autre sens et l'autre niveau de signification qui apparaît clairement et graduellement. Il s'agit aussi pour lui de faire le tour de ses problèmes existentiels, de ses problèmes ontologiques. Et de là, toutes sortes d'interrogations qui portent sur lui-même, sur son enfance, sur sa religion. Donc, il y a ce niveau, ce palier interrogatif concernant lui-même, son enfance, sa religion et d'autres aspects. Donc, des questions qui surgissent. Et à ce niveau interrogatif s'ajoute un niveau qu'on pourrait appeler réflexif. Donc, il y aura, à part cette série consistante d'interrogations, une série consistante de réflexions. Réflexion sur sa souffrance et, encore une fois, évidemment, leitmotiv chez Apollinaire, réflexion sur l'amour.
Je reviens à ce premier vers du poème. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Et je vous propose de nous arrêter un peu sur le mot là. Comment pourrait-on le comprendre? Vous employez cet adjectif? Cela veut dire que tu es fatigué de ce monde ancien. Voilà, là, las, tu es fatigué. Et c'est l'unique sens? Il n'y a que ce sentiment de fatigue ou bien ça aboutit à quelque chose de supplémentaire? Tu en as marre de... Voilà, tu en as marre, tu en as assez. Tu en as ras-le-bol. Deci nu doar te obosește, dar ești sătul până peste cap de asta. Și o să vedem un pic această, dar cel mai probabil vom vedea data viitoare, această tensiune fundamentală la Apollinaire între ce este vechi și ce este nou. Cette tension entre l'ancien et le moderne. Il y aura chez lui ce rejet systématique de tout ce qui est ancien au profit de ce qui est moderne. Être moderne, c'est être du côté de l'aventure, alors que être ancien, c'est être du côté de l'ordre. Mais cet ordre ne sert pratiquement à rien. Alors, remarquez aussi le début très abrupt du poème, très direct, sans aucune préparation. Il n'y a pas de description, il n'y a pas d'introduction. Donc, tout commence par cette réaction, peut-on dire, directe, qui témoigne d'une dimension importante de la sensibilité, donc de la subjectivité. Une réaction directe qui est pourtant donnée à la deuxième personne. Parce que c'est la manière adoptée systématiquement par Apollinaire pour traduire un peu sa discrétion et son humilité. Il y a beaucoup de discrétion dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il exprime. Alors, une dernière, la dernière idée, remarquez dans le poème la présence de la tour Eiffel. Ce symbole de la ville de Paris, bergère aux tour Eiffel, qu'est-ce qui lui permet de dire comme ça et de proposer ce type d'association qui, encore une fois, est une association inouïe qui annonce les associations choquantes qui seront proposées plus tard par les surréalistes. Bergère aux tour Eiffel. Pourquoi cette image de la bergère? Vous traduisez de quelle manière bergère? C'est le féminin du mot berger. Pastoriță, ciobăniță. Alors pourquoi la tour Eiffel serait-elle assimilable à une bergère? Le point de départ de cette métaphore est vraiment très concret et très spatial. Pensons au contexte. Pensons à la ville de Paris, avec ses nombreux ponts. N'oublions pas le pont Mirabeau. Ce n'est d'ailleurs pas le seul pont important de Paris.
dont il écrit, qu'il mentionne dans ses poèmes. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, spatialement, la tour Eiffel a une position de domination par rapport aux nombreux ponts de Paris. Or, ces nombreux ponts de Paris ressemblent à des dos de moutons. C'est la raison pour laquelle il introduit ce mot bergère. Donc la tour Eiffel devient une sorte de bergère par rapport aux moutons, au dos de moutons que le sont les ponts de Paris. Et cette tour Eiffel deviendra un symbole très fort dans le poème qui sera là pour illustrer le principe de modernité. Une modernité totale qui passe par un scandale. N'oublions pas que la construction de la tour Eiffel a été associée à un véritable scandale. Et la fois prochaine, on verra comment se traduit et comment se reflète dans le poème ce principe de modernité. Et on parlera aussi un peu de la jolie rousse, de cet art poétique indirect d'Apollinaire. Mais j'insiste, essayez de lire en entier ces poèmes. D'accord? Oui. Oui. Bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit demain pour le cours de civilisation. Bonne soirée à tout le monde. Mulțumim, bună seara! Au revoir. Au revoir.